Bonjour à tous, bienvenue à ce plateau spécial consacré au 63e anniversaire de l'indépendance du Congo, placé sous le thème « Engagement citoyen, résilience et progrès ». Pour marquer cette célébration, il y a eu un défilé militaire au boulevard Alfred Raoul et à la veille de cette célébration, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a prononcé le traditionnel discours sur l'état de la nation. Pour commenter cette actualité avec nous sur ce plateau, 4 invités. Marien Foné Ngombe, président de Think Tank Atelier Citoyen du Congo. Bonjour et bienvenue à vous sur le plateau. Bonjour et merci. Sur ce plateau. Albert Miandukouta, directeur de publication de la Semaine africaine. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Constant Ebara-Peya, politologue. Bienvenue à vous également. Christian Bouanga, acteur politique et membre du PRL. C'est avec vous, 4, que nous allons commenter cette actualité marquant les 63e anniversaire de l'indépendance du Congo. Le défilé militaire, comme je l'ai dit, marquant les 63e anniversaire de l'indépendance du Congo a eu lieu ce matin au boulevard Alfred Raoul. La force publique, notamment la gendarmerie, la police nationale et les forces armées congolaises ont effectué un défilé à pied, aérien et motorisé. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a passé en revue les troupes précédées de 21 coups de canon. Alors, je commence par vous, Marien Foné Ngombe. Vous avez certainement suivi avec nous ce défilé. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, en tant que Congolais, mais aussi en tant que président d'une association, ce défilé militaire? Alors, le défilé en tant que Congolais, nous sommes dans l'ordre du symbole. Nous sommes dans l'ordre du symbole et je pense que, si je ne m'abuse, les 21 coups n'avaient pas eu lieu de précédent défilé. Que ça revienne. Que la nation, que le peuple congolais, que nous Congolais, puissions avoir l'occasion de voir la force militaire de notre pays. Et on en parlera après, ce que moi j'appelle le hard power, c'est important. L'armée congolaise n'est pas la plus grande du continent, mais c'est le moment de célébrer et de rendre un peu à ceux qui se dévouent pour le pays, qui, au péril parfois de leur vie, soutiennent notre nation. Et c'est une façon de les soutenir à ce moment-là et de célébrer la fête nationale, tout simplement. Albert Miandukouta, un défilé essentiellement militaire, comme l'a dit tout à l'heure Marien Foné Ngombe, pour montrer aussi l'arsenal militaire du Congo. C'est son droit, c'est le droit de la République du Congo de montrer à qui est curieux de ce genre d'aspect des choses que nous avons la capacité de nous défendre si jamais il était question de nous attaquer ou de nous provoquer. Ça, c'est une fierté, je crois, partagée par tout le monde, mais ça n'est pas l'essentiel. J'ai vu que le défilé a été, comment dire, exécuté à minima. Donc, bon, il n'y a pas eu les forces civiles qui, d'habitude, donnent de la vigueur et du tonus au défilé que nous organisons boulevard Alfred Raoul. Et puis, il n'y a pas eu justement cette solennité étendue à toute la nation et qui fait que, bon, les délégations des différents départements viennent pour battre le macadam du boulevard Alfred Raoul. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais nous avons 63 ans de vie d'indépendance. Nous avons une bonne trentaine de vies en communauté, en tant que nation. Bon, chaque fois qu'une chose est présente pour la première fois, elle est saluée. Chaque fois qu'elle est absente, on s'interroge. Alors, quel est le véritable motif de ce genre on peut comprendre qu'il y a des frais engagés et qui ne devaient pas dépasser une certaine sagesse de comptabilité. Mais enfin, bon, voilà, ça faisait un peu bizarre. Voilà, ça faisait un peu bizarre pour vous que le défilé s'est produit avec un format réduit, pas de civils et pas les délégations des 12 départements qui ont fait les déplacements pour Brazzaville. Est-ce que vous avez eu, Constant Ebara-Peya, vous aussi, la même impression? Qu'est-ce que vous a marqué en suivant ce défilé qui marque les 63e anniversaire de l'indépendance du Congo? Bon, merci beaucoup. Comme tout le monde, j'ai suivi le défilé marquant 63e anniversaire de l'indépendance formelle de notre pays.
Mais pourquoi vous dites formel? Et nominal, j'allais dire. Et j'ai constaté, comme tout le monde, le défilé s'est tenu avec un format très réduit. Mais je pense que ce n'est pas pour la première fois. Ça doit être la deuxième fois que cela se passe. Et la raison évoquée, c'était par rapport aux conjonctures de crise que cela a été tenu avec ce format réduit. Je pense que là aussi, peut-être que les autorités ont estimé que les conditions financières, parce que vous voyez, ce genre de défilé, vous faites déplacer des gens, il faut les loger, tout ça, ça fait peut-être certainement saigner le trésor public. Bon, ils ont pensé qu'il faut le tenir à un format très réduit. Mais je vais revenir sur l'armée. Vous savez, lorsque nous parlons de la souveraineté de l'État, que ce soit la souveraineté de l'État ou la souveraineté dans l'État, l'élément qui garantit cette souveraineté, c'est l'armée. Et à l'occasion de cette liturgie politique étatique, l'ordre gouvernant essaie un peu d'envoyer le message aux autres qui nous entourent que celui qui s'hasarde ou qui s'hasardera à venir titiller mon territoire, sachez que nous ne sommes pas des femmes, nous avons des hommes. C'est bien que vous allez voir qu'il y a à côté du défilé des hommes, vous avez l'arsenal militaire qui défile. Et ce que j'ai apprécié, et je l'attendais depuis, que j'ai apprécié, c'est que j'ai aperçu sur le ciel de Brazzaville l'existence des, comment vous appelez ça, des drones. C'est un message très important et ça pourra envoyer le message qu'on peut envoyer à l'adversaire, c'est que nous nous arrimons à la modernité et à la technologie pour assurer et garantir la sécurité de nos citoyens et la sécurité du territoire. Bon, j'espère que ça ne va pas rester seulement sur le plan cosmétique, c'est-à-dire sur le plan du spectacle. J'espère que nos gouvernants, en tout cas, j'ai salué cet élément. Je salue cet élément parce que l'élément de défense de la souveraineté, c'est l'armée. Et je suis parmi ceux qui pensent que le Congo ou l'Afrique, pour exercer réellement notre souveraineté, nous avons besoin d'une capacité balistique. Et la capacité balistique doit se faire avec une armée. Et c'est pour ça que quand j'ai vu les drones, je pense qu'il faut qu'ils continuent à équiper l'armée, à arrimer notre armée à la modernité parce que nous sommes dans une zone qui attire et attise les convoitises des prédateurs. Et c'est comme si vous avez une famille, vous êtes un père de famille, vous avez des filles, des jolies filles, mais si vous n'avez pas la capacité des garçons pour protéger ces filles, elles seront à l'abri des prédateurs venus de toutes parts. Donc l'armée, c'est cet élément qui pourra nous garantir la sécurité et c'est pourquoi j'ai été très, très heureux. Maintenant pour le défilé, bon, les autres aspects qui sont liés aux digestions festives qu'on a vu et qui vont se poursuivre après le défilé, ça je n'ai rien à dire. Voilà. Christian Bonga, à vous également la même question. Qu'est-ce que vous a marqué lors de ce défilé militaire? 63 ans a été fêté avec, dans les dimensions lesquelles, n'est-ce pas, ils étaient fêtés, étaient salués. C'est dire que le gouvernement tienne à cette date. Ils tiennent à le rappeler, ils tiennent à le commémorer. C'est très important. Je crois justement que la réduction du format ou du volume, n'est-ce pas, de festivité est très certainement due aux circonstances économiques difficiles que nous traversons. Il a été évoqué, n'est-ce pas, la notion de résilience pour notre État, c'est très important parce que le Congo est victime, comme tout autre pays du monde, n'est-ce pas, de contingences extérieures qui font que son économie n'est pas, ou ses finances, n'est-ce pas, ne sont pas en meilleure posture possible. Cela a été rappelé par les différentes revues du FMI, et c'est par les différentes avancées obtenues par le gouvernement communiste avec le FMI. Donc cela peut très bien se comprendre que toute formule à même de permettre à l'État de réduire ses défenses, n'est-ce pas, soit acceptée. Mais quant au volet militaire, moi je n'y vois pas une démonstration de force ou un message de l'extérieur. Ça pourrait être perçu comme tel, mais je crois que notre pays a une réputation de stabilité, et cette stabilité ne suppose pas seulement un calme intérieur, mais également un calme autour de ses frontières, n'est-ce pas, dans l'environnement dans lequel il se trouve, et c'est cet environnement de stabilité qui est justement propice à l'attraction des investissements extérieurs. Donc pour ma part, il s'agit d'une démonstration de simple appart. Les grandes nations aujourd'hui, c'est aussi la puissance militaire. Nous n'avons pas les moyens de nous investir, n'est-ce pas, dans la proportion de puissance militaire propre. Le Congo n'en a pas les moyens, c'est clair.
Le Congo a d'autres défis bien plus importants. Le Congo pourrait éventuellement se protéger à travers des accords militaires avec des États bien plus puissants que nous. Je ne pense pas que l'investissement militaire soit pour nous une priorité, mais la démonstration qui a été faite de l'équipement qui est celui de l'armée congolaise aujourd'hui est simplement la preuve que c'est un État qui se respecte et qui fait son mieux pour être en mesure de défendre l'espace et frontières. Mais il ne s'agit nécessairement pas, pour ma part, d'un message vis-à-vis de l'extérieur. Non. Nous ne sommes pas en situation belliqueuse ou belliciste vis-à-vis de n'importe quel pays, n'est-ce pas, avec lequel nous sommes voisins. Je répète encore que... Généralement, lors de ces défilés, les États en profitent justement pour montrer leur puissance, leur arsenal militaire aux autres nations, mais aussi pour rassurer la population. Pas nécessairement aux autres nations. Je dis, c'est une démonstration d'apparat. Nous sommes en fait, nous sortons le plus bel vêtement. Le plus simplement du monde, ce n'est pas nécessairement en confrontation avec notre voisin. Nous avons sorti le plus bel vêtement, toutes mains en matière militaire. Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, avant de passer la parole aux autres, qu'est-ce qui fait, selon vous, la force d'une armée dans le monde? La force d'une armée dans le monde est justement son armement. Nous ne pouvons pas passer toute logique. Nous sommes nous en situation, n'est-ce pas, de prétendre à une force militaire? Non. Sommes-nous en situation de revendiquer une puissance militaire, une possibilité de puissance militaire? Nous sommes dans la sous-région. Pas sur le plan mondial, mais au moins au niveau de la sous-région, Christian Bonga. Je répète encore que nous avons une arme bien plus forte que ça. Le Congo est réputé, n'est-ce pas, pour la qualité de sa diplomatie. Nous avons une arme bien plus forte que ça. Nous pensons qu'investir, n'est-ce pas, sur le terrain diplomatique nous rapporterait bien plus encore que de simplement renforcer la qualité de notre arme. Je ne dis pas que notre armée soit la moins équipée du continent. Je ne dis pas qu'elle soit la plus équipée. Je dis simplement que je ne crois pas que la position des gouvernements congolais en rapport avec l'équipement militaire dont dispose son armée soit, n'est-ce pas, une position de dissuasion. Non, nous ne sommes pas dans ce contexte. Il a été démontré, montré, n'est-ce pas, aux Congolais, un certain faste aujourd'hui avec des équipements nouveaux, c'est clair, mais pour la simple souci d'apparat. Pas nécessairement, à mon sens, pour avoir à faire passer quelques messages à qui que ce soit. Constant Ebara Peya, on va revenir sur le thème de cette célébration, engagement citoyen, résilience et progrès. Un thème, est-ce que ce thème cadre avec la réalité actuelle, la résilience, l'engagement citoyen et le progrès? Oui. Je ne peux pas laisser passer ce qu'a dit Bonga. Oui. Vous savez, toutes les grandes puissances du monde et tous les États, l'élément de souveraineté, c'est l'armée. Et les États, quels qu'ils soient, n'ont pas d'armée, ils ont des intérêts. Et les intérêts se défendent avec la capacité militaire. Et moi, je suis de ceux-là qui s'inscrivent dans l'approche réaliste des relations internationales. Et dans les relations internationales, ceux qui ont eu la chance de faire des études de sciences politiques, comme moi, qui ont eu à faire les relations internationales et les études de sécurité, les relations internationales, les rapports internationaux sont en grande partie basés sur la force. Et les États, d'ailleurs, nous avons un ministère qu'on appelle le ministère de la Défense nationale. On défend la nation, ce n'est pas avec les bonbons, ou encore moins avec les croissants. On défend la nation avec les armes, avec la force. La diplomatie, vous voyez, même en pleine guerre, la diplomatie peut intervenir. Mais vous voyez, quand les Américains voulaient prendre du pétrole en Irak, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé l'armée, ils sont allés prendre. Et je dois relever un fait. Je ne suis pas dans le pessimisme où les gens pensent que nous sommes un État qui ne peut pas avoir des ambitions militaires. On le peut toujours. Je prends l'exemple d'un État que j'affectionne beaucoup, la Corée du Nord. Il y a de cela 30 ans, la Corée du Nord, ou 40 ans, autour de Kim Il-sung, remonté plus dans les années 40, 50, autour de Kim Il-sung, c'est un pays qui était soumis à la prédation, à la domination des grandes puissances. Mais dans la vision stratégique de Kim Il-sung, ils se sont posé une question. Qu'est-ce que nous devrons faire? Est-ce que nous devons être puissants ou pour que les gens nous respectent? Ou nous devons manger et être faibles quand on piétine sur nous? Ils ont pris l'option de se développer militairement, c'est-à-dire de se faire respecter, même s'ils meurent de faim. Aujourd'hui, la Corée du Nord est parmi les États qui détiennent une capacité balistique très importante. D'ailleurs, tout le temps, ils menacent et pas d'égal égal aux États-Unis. Donc, la politique internationale, les relations internationales ne se tiennent pas toujours sur le volet de la diplomatie. Les gens s'arment d'abord. Même lorsqu'on dit, vous avez fait ça peut-être au lycée ou au collège, vous allez voir que lorsqu'un État à côté s'arme,
L'autre qui est là en face, et pourtant vous n'êtes pas en situation de guerre, lui aussi va s'armer, ce qu'on appelle le dilemme de sécurité en relations internationales. Donc, il ne faut pas s'inscrire dans cette perspective-là. L'armée, c'est l'élément de puissance. Et lorsque vous faites autour de ces faces-là, le message qu'on envoie, on envoie aux autres. On envoie aux autres, à ceux qui vous entourent, aux ennemis potentiels, supposés, ou parce qu'en relation internationale, vous pouvez rentrer en guerre à n'importe quel moment. Et ça, on doit présenter aux autres que nous sommes ici. N'essayez pas de venir parce que... Sur le plan militaire, le Congo ne doit pas être l'enfant de cœur. Mais non, mais la preuve, regarde. Oui. Vous voyez, depuis un moment, nous voyons le ministre de l'Intérieur et d'autres ministres. Après, pensez à reprendre ma question sur le thème de cette célébration, engagement citoyen, résilience et progrès. D'accord, oui. Je reviens. Il parle de la résilience. Donc nous avons la résilience, l'engagement citoyen et le projet, et le progrès. Donc si je comprends bien, les citoyens doivent s'engager pour arriver au progrès, même si il doit faire preuve de résilience. Mais le Congolais que nous sommes... Et surtout vu le contexte économique... Et je suis d'accord, voilà pourquoi on a introduit la résilience. Mais le Congo vit dans la résilience depuis plus de 20 ans. Le Congolais vit dans la résilience. Nous avons ici... parce que la résilience, c'est quoi? C'est la capacité d'un individu à surmonter les crises, à surmonter les chocs, à surmonter les événements fâcheux qu'il peut rencontrer dans sa vie au cours de son existence. Donc, le Congolais est résilient depuis plus de 20 ans. Nous sommes résilients parce que nous avons des problèmes d'eau, nous avons des problèmes d'électricité, nous avons des problèmes d'école, nous avons des problèmes de santé. Et tout ça, nous supportons. Mais nous supportons. L'engagement citoyen, justement, c'est un appel aussi à la société civile pour participer et contribuer au progrès. Je suis totalement d'accord. Moi, je pense que, moi, je regarde toujours avec le regard du... Enfin, chacun de nous est transformé par sa formation. Mais il faut inscrire ce slogan en rapport avec l'actualité internationale. Ce thème, pardon, excusez-moi. Cette thématique en rapport avec l'actualité qui se passe en Afrique, avec les mouvements qui se passent en Afrique de l'Ouest, et on sait ce qui se passe au Niger et tout cela. Et l'homme politique essaie un peu de se projeter pour amortir ce qui pourrait apparaître comme les effets pervers ou les effets perturbateurs de l'ordre social. Mais sinon, le Congolais, nous sommes résilients. Nous sommes résilients. Et le progrès, qui doit faire le progrès et comment faire le progrès? Le Congolais est prêt à aller au progrès. Mais il faut donner les moyens aux Congolais pour aller vers ce progrès. Est-ce que nous pouvons faire le progrès si ceux qui sont au sommet de la pyramide ou ceux qui détiennent les manettes institutionnelles ne se montrent pas prêts à aller vers ce progrès? Voilà les interrogations. Marianne Odegoni, est-ce que 63 ans après, le Congo a réellement posé des bases du progrès, en lien évidemment avec le thème de cette célébration? Écoutez, déjà, c'est bien de revenir sur les termes. Les mots ont un sens. La résilience des Congolais, c'est bien de le rappeler. Je pense que quand on s'est inscrit dans le discours du président de la République, c'est pas pour exhorter le Congolais à être résilient, c'est pour féliciter le Congolais, reconnaître cet état de fait, qui a surmonté des écueils, des épreuves, pas 30 ans, depuis les indépendances. Le Congolais, même sur la paix, oui, ce que je veux dire, c'est que les responsabilités sont partagées dans le temps, dans l'espace, auprès des acteurs politiques de la société civile également. 58, on se souvient de Sousa Melingando. J'étais très jeune dans les rues de Brazzaville. C'était une guerre civile qu'on a connue. C'était la première. Sousa Melingando, tu étais déjà né? Non, mais je connais mon histoire un peu. Peut-être un peu moins bien que toi, mais je connais l'histoire un peu. Et je veux dire, c'est que, voilà, il y a des soubresauts dans notre société depuis les indépendances. Là, je parle de 58, et le Congolais se relève à chaque fois. Donc, le président le rappelle, et en gros, c'est pareil pour le défilé, c'est de dire qu'il faut qu'on se célèbre à un moment donné, qu'on dise, oui, vous êtes un peu président. Oui, continuez dans cette voie-là. Ça ne dédouane pas le président des actes qui doivent être faits, des décisions qui doivent être menées, des projets qui doivent être portés pour rendre des choses concrètes, notamment en matière de progrès. Mais pour parler de la société civile, moi je suis un acteur de la société civile et j'aime le dire parce que je ne suis pas partisan.
C'est pas péjoratif dans ma bouche. Mais j'ai une hauteur de vue qui me permet d'être libre de dire... Vous êtes de la diaspora congolaise de France. Oui, et même diaspora, on pourrait parler de ce mot parce que c'est pas une situation statique. On est de la diaspora, après on revient 10 ans, des fois on repart dans la diaspora, je suis congolais. Au même titre que tous ceux qui sont ici, je revendique les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et donc ce que je dis, c'est que la société civile a un rôle à jouer, que ce soit sur le plan de l'engagement citoyen. Pour moi, derrière, qu'est-ce que je vois derrière ce mot? Moi, je pense au patriotisme. On souffre aujourd'hui d'un manque de patriotisme dans ce que l'on pose. Ça ne veut pas dire applaudir ce que fait le gouvernement. Mais est-ce bien au contraire. Ce thème, justement, n'est-il pas choisi en fonction des réalités actuelles du Congo, notamment la crise économique et financière, la cherté de la vie, l'augmentation du prix du carburant, l'augmentation des denrées alimentaires dans les marchés de Brazzaville? Probablement, mais la crise est mondiale. Je veux dire, le président a parlé de la crise Russie-Ukraine, enfin ça a touché tout le monde. Ça c'est dans son discours. Oui, dans son discours. Je veux dire que si ça a été émaillé dans le discours, ce genre de choses, c'est pour, forcément, quand on parle quand même d'un discours politique, quand même, hein, qu'on le veut ou non, à un moment donné, il s'agit de mobiliser les forces vives, pour reprendre un terme qui a été très à la mode, pour que des gens s'impliquent, qu'ils aient la force d'aller encore plus loin, parce qu'il y a des épreuves qui arrivent. Mais c'est des épreuves que le Congo doit surmonter, que la France doit surmonter. La crise en Ukraine, ça a touché tout le monde. Moi, je travaille dans un fonds d'investissement. Ça a touché les autres États, mais nous n'avons pas les mêmes réalités, les mêmes réalités sociales et les mêmes réalités économiques aussi. Oui. Oui, mais sur le plan économique, bon, il y a les céréales qui ont posé un souci, les denrées étaient plus chères. Oui, c'est des réalités. Après, sur le plan de la paix dans le monde, on a été impliqué. Bon, le Congo a essayé de jouer sa partition. En tout cas, j'ai mis la position du Congo par rapport à La diplomatie, c'est important. Le positionnement du Congo dans des conflits internationaux, c'est important. Moi, je parle beaucoup de soft power. Le soft power, c'est quoi? À un moment donné, il faut qu'on ait une part dans le concert des nations, qu'on puisse agir sur l'agenda international. On reviendra sur le discours. Mais les prises de position, il faut en parler. Qu'est-ce qu'on en pense? Le Congo qui se soit retenu, qu'on ait attaqué la Russie ou pas. Le Congo qui va quand même en Russie, qui serre la main à Poutine, mais qui exhorte le président russe à dialoguer avec l'Ukraine. Tout ça, c'est important. Ce que je veux dire que ça, c'est le plan politique, mais sur le plan économique, on est touché directement ou indirectement. Cette crise a touché tout le monde. Oui, effectivement, il exhorte à la résilience, enfin il rappelle la résilience du peuple congolais, il exhorte à ce que l'on demeure résilient, c'est important. Et puis le progrès, c'est affaire de tout le monde, c'est affaire de politique, de la société civile, et on pourra en parler. Mais plus de l'État de poser les bases véritables de ce progrès. De quelle base on parle? On parle au niveau entrepreneuriat, on veut l'État-providence, on parle de la fonction publique. C'est très nébuleux tout ça. Il faut qu'on soit très précis sur les choses, mais je parle du fait que chacun doit être responsable. On ne doit pas se dédouaner trop facilement. Je laisserai la parole aux uns et aux autres pour rebondir derrière, mais on doit avoir un sentiment de responsabilité par rapport à ça. Si on se retrouve ici pour prendre notre bâton et critiquer le discours, il n'y a rien de fécond qui sort de là. Quelle est notre part de responsabilité? Peut-être qu'elle est minime, mais ma démarche est celle-là. Quelle est ma part de responsabilité dans ce qui doit advenir de mon pays? Albert Bienchkouta. Moi je dis qu'à certains moments dans la vie d'une nation, surtout une nation en construction comme la nôtre, il arrive des instants, des étapes dans notre évolution où il doit y avoir une espèce de consensus autour de thèmes majeurs. C'est-à-dire que s'opposer pour s'opposer ou glorifier outre mesure donc toutes les actions d'une majorité au pouvoir, pour moi, c'est la même chose d'ailleurs. Ça ne fait pas avancer les choses. Ce qui est excessif et insignifiant. Pardon? Ce qui est excessif et insignifiant. Donc c'est dans la zone grise qu'on doit se trouver. Bon, donc il y a cela. Alors, j'ai suivi, on va peut-être en parler, le discours du président de la République avec une très grande attention. Et j'ai remarqué les différences qu'il y a par rapport au discours passé. Je n'ai vu aucune proposition concrète nouvelle. Le thème qui affleurait là-dedans et qui nous paraît rassembler toutes les énergies, c'est pourquoi je parlais de consensus, c'est celui de la lutte contre les changements climatiques. Ça, je ne pense pas qu'il y a une manière de lutter de l'opposition, une manière de lutter du PCT dans ce genre de choses. Nous devons effectivement nous mettre ensemble pour affronter ce genre de défis.
Christian Bouanga, est-ce que ce thème qui marque les célébrations des 73e anniversaire de l'indépendance du Congo cadre avec les réalités actuelles du Congolais? Est-ce qu'il traverse des moments assez difficiles sur le plan social? On ne saurait le nier. Il y a le coût du panier, la ménagère qui va en augmentation. Nous venons de subir récemment une augmentation substantielle, n'est-ce pas, du prix du carburant, avec l'impact que cela peut avoir sur le coût du transport et donc sur la liberté d'aller et de venir dont doivent jouir tous les citoyens. Il y a beaucoup de problèmes justement que connaît ce pays qui font que la situation du citoyen lambda est plus ou moins difficile. Mais il faut saluer, je crois, des efforts qui sont faits pour que les équilibres macroéconomiques ne soient pas rompus. Hein? Je me souviens qu'il y a quelques années, la rue était à craindre que même les services en rapport avec le paiement des salaires des fonctionnaires soient rompus. Je me souviens, je ne suis pas de la fonction publique, mais je sais que les bruits, n'est-ce pas, sont allés dans ce sens. Et je suis heureux de constater que, bien au contraire, apparemment, depuis ces craintes, cela s'est plutôt stabilisé. J'ai des amis qui travaillent dans les banques, n'est-ce pas, qui m'ont dit qu'à un certain moment, les fonctionnaires n'avaient plus accès au crédit. Aujourd'hui, qu'ils ont renoué avec cette habitude parce qu'il y a plus ou moins une régularité dans le paiement des salaires de ces prestations. C'est dire que des efforts sont faits, dont nous ne connaissons peut-être pas la nature, nous ne connaissons peut-être pas l'étendue, mais qui peuvent se donner à lire, n'est-ce pas, à travers un certain nombre d'indices, dont celui que je viens d'évoquer. Mais on en appelle quand même encore à la résilience parce qu'on pense que on n'est pas nécessairement définitivement sorti d'ornière. Hein, il faut l'une des explications justement de l'augmentation du prix de carburant à la pompe, c'est le retrait des subventions que l'État. Mais entre le peuple Christian Bouanga et les dirigeants politiques, notamment les institutions, lesquels qui devraient en réalité faire des sacrifices? Les sacrifices doivent être faits par tout le monde. Nous avons des ressources aujourd'hui qui s'amoindrissent et donc les gouvernants en charge, n'est-ce pas, de la gestion de ces ressources devraient optimiser le management, n'est-ce pas, de ces ressources financières. De même que les citoyens, n'est-ce pas, devaient être en situation de résilience et comprendre que l'on ne peut pas, par les temps qui courent, n'est-ce pas, attendre de l'État les prestations maximum. Raison pour laquelle je reviens sur cette notion de maîtrise d'équilibre macroéconomique. Peut-être pas pour polémiquer, mais je reviens sur ce qui a été dit entre-temps sur ce plateau en rapport avec ce à quoi nous devons accorder nos priorités, n'est-ce pas? En l'état actuel de nos finances publiques, on ne peut pas mener de front aussi bien la lutte contre la précarité de l'eau, la non-disponibilité de l'électricité, n'est-ce pas, dans tous les foyers, etc., et la course vers l'armement. Non, c'est pas possible. Il faudrait qu'on fasse un choix, hein, je dirais stratégique, un choix, je dirais tactique. Parce que... Mais après 60 ans de l'indépendance, toujours ce tâtonnement entre ce choix militaire et le bien-être de la population, l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Il y a des pays qui ont été contraints de s'armer face à certaines menaces. Il y a des pays africains qui ont été contraints de privilégier l'autonomie militaire parce qu'à ce moment-là, la sécurité relative à la vie était bien plus importante que la sécurité alimentaire, par exemple. Le Congo s'est rarement retrouvé dans ces situations de si extrêmes. La situation du Congo après 63 ans d'indépendance est identique à celle de quasiment tous les pays africains de statut identique. Donc nous luttons dans cette vague, nous savons quelles sont les causes exogènes à cette situation, nous essayons de faire notre mieux avec les ressources dont nous disposons. Nous ne sommes pas une exception, tout le monde, si l'on se tient aux statistiques, si l'on se tient à la configuration sociale, économique, politique, que sais-je encore de notre pays, elle est quasi identique à tous les pays africains dans cette situation. Le plus important pour nous, c'est que nous puissions continuer d'exister. Il y a des États morts, des États qui sont appelés à mourir, n'est-ce pas? Tout comme nous, des actes sont faits pour que ce pays puisse continuer à compter, n'est-ce pas, avec le concert des nations, particulièrement l'Afrique centrale, et ces efforts sont constants et se donnent à lire à travers surtout nos implications, n'est-ce pas, dans des domaines diplomatiques aussi divers que variés. Voilà, Christian Bouanga, tout à l'heure je vous ai posé une question, mais vous ne m'avez pas répondu, d'ailleurs tous les quatre. Hein. Est-ce que 63 ans après, le Congo a réellement posé les bases d'un progrès? 63 ans après. Je peux dire oui, permettez que je peux dire que oui, parce que nécessairement, il suffit les clichés, n'est-ce pas, que l'on peut livrer sur notre pays en 1960, ils peuvent en une circonstance être identiques à ceux d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle progrès? C'est justement le changement d'une situation. En tout cas, nous ne sommes pas restés au statu quo.
Hein, lorsqu'on voit, je vous prends un exemple d'un domaine que je connais un peu mieux que la majorité des Congolais, celui des télécoms par exemple. Ce pays a réalisé des exploits, n'est-ce pas, dans la mise à disposition de la population des services NTIC, ce qui n'existait pas. Et rappelez-vous, le premier opérateur qui est intervenu dans le pays du Congo est intervenu juste post-conflit. Je crois même moins d'une année, n'est-ce pas, après la fin du conflit. C'est dire de ce que... Mais je vous rappelle quand même que la fracture numérique persiste. Mais elle Oui. n'est pas, excusez-moi, Oui. elle n'est pas, la fracture numérique persiste, certes, mais elle n'est pas aussi profonde que ça peut exister dans notre pays. Je ne dis pas que nous sommes en point. On parlait de la situation de Brazzaville ou de tout le Congo? Des 12 départements. Je vous relance juste, vous gardez la parole, Christian Bwanga, oui. Systématiquement interrompu dans les... Oh non, allez-y, allez-y. Ce sont juste les relances. Un exemple. Oui. Je n'ai pas dit que nous étions les meilleurs en Afrique, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, pour le nombre de licences GSM qui existent pour une population de moins de 5 millions d'habitants, hein, croyez-moi que le marché est relativement dynamique au point d'attirer les investissements à ce niveau. Je vous faisais simplement constater que le premier opérateur, je ne citerai pas le nom, on ne fait pas de publicité, à cet instant dans le pays du Congo, l'a fait juste post-conflit. C'est-à-dire que déjà, moins de 2 ans tout au moins maximum après la fin du conflit, n'est-ce pas, qui a commencé en 97, n'est-ce pas, ce pays réunissait déjà des conditions d'une attraction à des investissements lourds. Et ça a été le cas. Je pourrais encore vous en citer d'autres. Donc, on ne peut pas penser que parce que nous nous plaignons encore de certaines situations, que ce pays n'a pas avancé. Non. À partir de là où nous nous trouvions, à ce jour, il y a manifestement, n'est-ce pas, des pans de l'activité de cette nation qui ont connu une évolution appréciable, hein, que nous devrons saluer, et l'on ne peut en aucune circonstance penser que parce que les changements ont toujours leur mélancolie, si c'est le cas de le dire, et on est toujours nostalgique du passé. Hein, quelqu'un qui dit, j'ai oublié l'auteur, il dit les nuages orangés du couchant éclairent toute chose du charme de la nostalgie. Ça, c'est clair. Mais si l'on doit parler chiffres, il y a manifestement une évolution dans quasiment tous les domaines, 1960 à aujourd'hui. Ça, j'en suis convaincu. Comme je dis, merci. Albert? Oui, non, donc les chiffres, oui. Ce qu'il y a, c'est la réalité sociale que nous vivons et qui n'est pas souvent, comment dire, appelée à se contenter simplement des chiffres. Il y a une réalité, il y a des choses. M'excusez, mais moi, je suis de formation journalistique. C'est-à-dire que dans mon métier, je préfère encore... 63 ans après, le Congo se bat toujours à devenir un pays émergent. Oui, donc je disais que dans ma profession, je préfère ouvrir mon calepin devant une réalité retardataire et négative plutôt que celle qui est, j'allais dire, à la normale. D'autant que c'est le pari des journalistes. Nous ne sommes pas là pour caresser les pouvoirs dans le sens du poil. Il nous faut voir le nombre de trous qu'il y a dans les rues de Brazzaville et non pas les cafatages qui ont été opérés ici et là, parce que c'est du rôle de la voirie urbaine de faire ce qu'elle fait. Donc, c'est ce qui n'est pas fait qui nous interpelle et non pas ce qui est fait. Donc, voilà. Est-ce que nous avons marqué comment dire, une avancée? Nous avons posé les bases de notre avancée historique en développement. Très certainement, mais comme l'a dit Monsieur Bwanga, on peut pas, je vous dis, j'ai un certain âge, autour de vous, vous n'avez peut-être jamais fait Brazzaville-Pointe-Noire en camion. Je dis camion, je dis pas voiture, en camion. Mais il y a encore 10, 15 ans, c'était le cas. Vous n'avez peut-être jamais vu un parent venir de Dolisie aller vendre des bananes à Pointe-Noire, des bananes qui mûrissent en chemin, qui pourrissent avant Mongokamba, et puis, donc voilà. Maintenant, confortablement, vous mettez votre habit, vous mettez votre, et vous partez. Parce que sur le plan des infrastructures, il y a avancé 63 ans après. Tout ça, Oui, hein. oui. Attention, ne me piégez pas non plus, parce que moi, je suis pas en train de... Mais oui, vous évoquez, Albert, les infrastructures, notamment la construction des routes. Je vais être objectif et reconnaître que nous ne pouvons pas, mais ça c'est Maître Bwanga qui l'a dit, nous ne pouvons pas rester les mêmes de 1960 à aujourd'hui. L'année dernière, le président de la République a énoncé un certain nombre d'avancées, le kilométrage de routes, le nombre d'écoles, le nombre de ceci. C'est vrai, il nous est arrivé de nous enthousiasmer sur le nombre de bacheliers, le nombre de docteurs que nous avons maintenant.
nous sommes pratiquement... Les hôpitaux construits à ce jour. À ce jour, oui. Donc 12 hôpitaux dans 12 départements ou projetés tels. Donc ça veut dire que oui, les bases sont là. Nous ne nous contentons pas de ce qui est là. Visons. C'est vrai qu'il y a des avancées, mais encore des défis qui restent à réaliser. Je vous passe la parole. Après, il faut rester sur le champ de ce qui est factuel. Donc, elle disait que je suis de la diaspora. Effectivement, moi, quand je reviens, je vois des avancées au niveau des infrastructures. C'est l'un des points cruciaux, palpables, pour juger du développement. Et donc, moi, je vais à Makwa. Moi, c'est vers Makwa que je suis allé. Et j'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Je vois bien les avancées en termes de qualité de route. On a vu les constructions à la faveur des municipalisations accélérées. Voilà. Les infrastructures sont là. Des stades existent. J'ai organisé un événement pendant un gymnase LND, j'ai vu, c'est des infrastructures vraiment qu'on ne trouve pas dans d'autres pays africains. Effectivement, ce n'est pas tout. J'aime bien voir le verre à moitié plein, mais il faut reconnaître qu'il y a des chantiers qui restent un peu en friche. Il y a encore au niveau de l'électricité, c'est un point important vers le développement. J'aime pas le mot émergence parce que on tombe un peu sur le diktat des mots qui sont décidés ailleurs et que tous les Africains reprennent, pas que le Congo, hein. Et moi, je suis toujours, absolument. Je sais bien. Après, il y a des crises qui arrivent, il y a des choses qui nous échappent, mais surtout, c'est des vocables. Orson Welles parlait de la novlangue. Les mots, en fait, il faut se les réapproprier. Je suis pas trop pour employer ces vocables-là. Bon, après, tout le monde a parlé d'émergence, c'était à la mode. Concrètement, c'est le Congolais moyen, où est-ce qu'il en est? C'est ça la question. Est-ce qu'il arrive à se nourrir comme il peut? Est-ce que le panier de la ménagère est trop élevé? Oui. Il y a une conjoncture qui fait que la vie est chère. Voilà. L'électricité laisse à désirer encore aujourd'hui, mais les infrastructures, c'est le jour et la nuit. De nombreux pays qui ont connu les indépendances en même temps que nous en sont bien loin. Moi, je vais à la Bangui bientôt. Bangui, c'est très loin. Il y en a qui disent de manière péjorative, c'est un grand village. Je n'oserais pas dire ça. Mais voilà, comparons-nous un peu. Des fois, se comparer permet de voir quand même que il ne faut pas noircir le tableau. Des pays qui sont moins avancés au Congo, non, mais ça Afrique. permet. Moi, je parle de faits, mais il faut prendre un peu le pouls des choses, des réalités pour voir où est-ce qu'on en est. Ok, le Gabon a un PIB plus important que celui du Congo, je crois presque 7 fois. Ça, effectivement, on se dit, il y a de la marge, il y a du travail à faire. Mais après, il y a des pays comme la Centrafrique, d'autres pays. Voilà, ça permet quand même de relativiser. Pas pour être dans un béni oui ou dans une naïveté, mais il faut relativiser et puis ne pas s'arrêter d'aller de l'avant, quoi. Constant Barapéa, la même question à vous également. Bon, mais quand on parle de progrès, moi je prends le progrès dans 2 dimensions. Le progrès économique et social et le progrès politique. Ce sont les 2 piliers sur lesquels on construit des nations. Je suis d'avis avec mes copanélistes. D'ailleurs, je l'ai dit au cours sur d'autres plateaux. J'ai évoqué que le président Sassou a posé des bases du développement. Il en a posé. Vous prenez, j'ai eu à le faire à maintes reprises. Je quitte Pointe-Noire. Aujourd'hui, demain je suis à Ouessé, le lendemain je suis au Cameroun. Je l'ai fait. Et il y a donc ce maillage infrastructurel. Et il y a un moment, le président Sassou avait parlé le boulevard énergétique. Aujourd'hui, c'est une réalité. Vous pouvez partir de Pointe-Noire jusqu'à Ouesso. Toutes les grandes localités qui sont dans cet intervalle-là sont électrifiées. On pourra discuter sur la qualité de l'électricité. Mais, qu'est-ce qu'on en fait? Je me rappelle, pendant la période 90-97, les élites politiques originaires de la partie septentrionale du Congo, dans les campagnes électorales, nous sommes en 92, ils nous disaient que on n'a pas pu développer le Nord parce qu'il n'y a pas d'industrie là-bas, parce que il n'y avait pas d'électricité. On trouvait la cimenterie, par exemple, à l'UTT, je ne sais même pas si ça fonctionne encore. Ça continue à fonctionner. C'est pas ce que l'autre l'a pris, Dangote, c'est ça? Ah, d'accord. Parce que quand je passe là, je vois, bon, d'accord, mais il y avait quand même là un truc, il y avait ce bois qui a fermé. Mais aujourd'hui, l'électricité qu'on a donné, nous avons le berceau de l'agriculture au Congo, c'est la Bwenza, le Niari et la Lekoumou. Il n'y a aucune
mis à part le SARIS, il n'y a aucune industrie de transformation qui peut transformer les produits localement dans cette zone. Donc, si nous prenons le volet donc socio-économique, les infrastructures sont posées, mais les actions n'y sont pas. Si je rappelle, vous avez dit après l'indépendance, je prends la période de la Révolution, les premières années de la Révolution. Nous avions ici des fermes d'État, ferme d'État de Kombé, ferme d'État de Mbé. Mon père d'ailleurs il travaillait. Nous on produisait tout ce qu'on pouvait produire ici. Mais avant la fin de la Révolution, ces usines ont fermé. Alors il y a monsieur Ngwala qui a écrit un ouvrage là-dessus. Sur la base de ces statistiques, ça montre que ces industries ont été formées sur la base de la mauvaise gestion. Ça c'est le 1. Deuxièmement, on ne peut développer, on ne peut amener une évolution industrielle qu'à partir de l'agriculture. Production, transformation. Aujourd'hui, nonobstant les efforts qui ont été faits, le meilleur infrastructure industrielle et l'électricité qui est là, mon ami Rudy a fait état de la technologie qu'on a eu à mettre en place et tout. Ça c'est vrai. Mais dans le fond, comment se nourrit le Congolais qui est à Tokou? Comment se nourrit le Congolais qui est à Timési? Je dois vous rappeler qu'à l'occasion de ma thèse, j'ai fait le tour du Congo. J'ai fait le tour du Congo. Vous arrivez dans certaines localités où on produit, on ne peut pas amener en ville parce que il n'y a pas comment on appelle ça? Il n'y a pas de route. De route secondaire, il n'y en a pas. Donc, je ne peux pas aujourd'hui dire, me satisfaire, parce qu'un peuple ne doit pas être satisfait de ses dirigeants. C'est comme si vous avez des enfants qui sont satisfaits de vous, que papa c'est bon papa, c'est qu'il y a un problème. Les enfants revendiquent toujours. Donc, c'est vous qui êtes favorable à la Corée du Nord. Mais bien sûr, mais regardez, attention, grand frère, on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. La Corée du Nord va se réveiller, mais la Corée du Nord dans son état de dictature. D'ailleurs, vous êtes journaliste, vous pouvez me citer un seul état qui s'est développé avec la démocratie. Je ne pense pas. Et le progrès, j'ai juste le progrès politique. Merci. On va marquer une courte pause. On revient tout à l'heure pour poursuivre ce plateau spécial consacré au 63e anniversaire de l'indépendance du Congo, notamment pour évoquer le discours du chef de l'État prononcé le 14 août sur l'état de la nation et aussi évoquer les défis du Congo. À tout de suite, ne nous quittez pas.